Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2 journalistes dans ce studio et 2 autres seront en ligne pour parler de l'actualité de cette semaine. Nous allons nous intéresser essentiellement à 3 sujets. D'abord, le premier, c'est la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Mali. Ensuite, la 11e réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger. Enfin, la déclaration du général Gamou sur la page Facebook du Katia. Pour parler donc de ces 3 sujets, je le disais, nous recevons 4 journalistes au total, dont 2 dans ce studio. Les 2 sont Shahana Takiyou, Shahana Takiyou qui est donc du journal le 22 septembre. Le second journaliste s'appelle Madia Sakaba Diakité, il est du Républicain. En ligne, nous avons Suleiman Drabo qui est éditorialiste à l'Essor. En ligne également, nous avons Paul Ben qui est journaliste indépendant à la présentation Seydou Foma. Le grand dialogue. À toutes et à tous, bienvenue donc. Le Mali indépendant a 56 ans depuis hier jeudi. L'événement n'est pas passé inaperçu avec les cérémonies organisées ça et là. L'un des temps forts de cet événement, c'est incontestablement l'adresse à la nation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Un discours qui était certainement attendu avec impatience par les uns et les autres compte tenu de l'évolution de la situation du pays, notamment sa partie nord. Vous avez certainement suivi le discours du chef de l'État. A-t-il été ces discours à la hauteur de vos attentes, Shahana Takiyou? Le discours du président de la République est un discours traditionnel auquel les Maliens ont droit chaque année. Donc c'est un discours dans lequel on rend hommage au père de la nation et à ses compagnons. Un discours qui rend hommage à l'armée malienne. Un discours qui fait également le bilan de ce qui a été fait, les difficultés actuelles et bien sûr les perspectives. Voilà, c'est certainement à ce niveau qu'il y avait des attentes puisque nous connaissons tous la situation du pays, une situation qui n'est pas du tout simple. Oui, c'est une situation très compliquée. Les perspectives, il en a touché notamment la situation sécuritaire dans le pays. Il a parlé de la loi de programmation militaire qui permet de former et d'équiper les forces armées et de sécurité. Il a été cas aussi d'une loi de programmation sécuritaire, c'est-à-dire qu'au niveau des services de sécurité. Donc je pense que c'est 2 points essentiels sur lesquels il était attendu. Il a reconnu qu'il y a des faiblesses et que le plus difficile reste. Il a dit, le chemin de la paix, c'est le chemin le plus difficile. Il faut de la patience, il faut du temps, il faut de l'abnégation, il faut du sacrifice. Et c'est ce que le président a expliqué. Et il semble dire que le gouvernement est résolument engagé dans cette voie. C'est ce que j'ai pu retenir concernant les perspectives. Alors, Mathias Sakava Diakité, vous qui êtes du Républicain, vous avez certainement suivi vous aussi l'intervention du chef de l'État hier. Oui. Alors, vous, quelles sont vos impressions? Bon, mes impressions, d'abord, je reviens sur ce que mon confrère Shahana Takiyou a dit. Bon, c'est un discours traditionnel qu'on a l'habitude d'entendre, mais cette fois-ci, vous l'avez si bien dit, les contextes sécuritaires impose qu'on s'attarde un peu sur les perspectives. Alors, certes, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, il a reconnu, il y a une loi de programmation militaire qui est là, il va aussi avoir une loi de programmation sécuritaire. Et il a assez bien dit, il faut qu'on lui donne un peu de temps, il est résolument engagé dans un processus de sécurisation de l'ensemble du territoire des Maliens. Mais le problème est qu'aujourd'hui, les Maliens sont impatients, parce que cela fait pratiquement 15 mois qu'un accord de paix est signé. 15 mois après la signature d'un accord, les Maliens commencent à s'impatienter. Aujourd'hui encore, aux Nations Unies, il était question du Mali. Le président de la République a reconnu devant la communauté internationale que Al-Qaïda
et l'État islamique gagnent du terrain au Mali. Et que cela peut même contaminer la sous-région, toute la sous-région. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de défis, énormément de défis. Vous pensez que les grands dossiers de la nation ont été suffisamment évoqués dans ces dossiers? Bien sûr, dans ce discours. Bien sûr. Les grands dossiers de la nation ont été soulevés, ont été soulignés. Ça, c'est un fait. Maintenant, il faut aller au-delà du discours. Il faut s'attaquer aux vrais problèmes du Mali. Moi, c'est ce que je retiens de ce discours du président. Nous avons en ligne Souleymane Drabo, qui est donc éditorialiste à l'essor. Monsieur Drabo, comme tous les observateurs, vous avez certainement suivi cette intervention du chef de l'État. Alors, vous aviez certainement des attentes. Est-ce que vous pensez que le discours a été à hauteur de vos attentes? Oui, sur le discours, je suis quasiment d'accord avec ce que mes confrères ont déjà dit. Une première remarque de forme d'abord. C'est le discours le plus bref, le discours du 22 septembre le plus bref que moi j'ai entendu de toute ma carrière. Et je pense qu'effectivement c'est le discours le plus bref qui a été lu par un président de la République lors du 22 septembre. Cette fois-ci, le président, au lieu de faire un discours fleuve, a préféré ramasser son texte et l'a concentré sur les 3 points essentiels qu'il avait fixés, la paix et la sécurité, la cohésion nationale et la demande sociale. Donc ça a été un discours très digeste pour les auditeurs en général et pour les journalistes aussi, sans perdre de vue que les priorités ont été prises en compte, comme mes confrères l'ont dit. Et effectivement, sur la sécurité au Mali, il a parlé effectivement des différentes lois d'orientation de programmation militaire et de sécurité. Il est revenu sur les incidents de Nampala et de Boni en espérant et en préconisant de réduire, comme il avait dit, la part d'erreur que l'armée pourrait commettre et dont l'ennemi pourrait tirer avantage. Donc ça, il a un peu expliqué, si vous voulez, le départ du ministre de la Défense et un certain nombre de mesures qui ont été prises. Il faut souligner aussi qu'il a parlé lors des rencontres avec des responsables politiques de l'opposition et il est revenu, pour la première fois, il a parlé de la conférence d'entente nationale qui est prévue par les accords de paix. Et il a annoncé que les termes de référence étaient finalisés. Donc ça, c'est une information importante en termes de politique intérieure. Et ce que j'ai retenu enfin, c'est que il a annoncé le sommet Afrique-France comme une étape importante des mois à venir, puisqu'il a parlé, je crois, de marqueurs éloquents du chemin parcouru pour le Mali. Donc, de son point de vue, c'est un rendez-vous important pour lequel des efforts seront fournis, aussi bien en termes de sécurité que de rétablissement d'ordre au Mali. Voilà en gros ce que j'ai retenu, à part ce que Charles et mon autre collègue ont déjà mentionné. Alors, Monsieur Drabo, nous allons vous retrouver dans un instant. Nous partons maintenant pour Menaka, où se trouve un autre journaliste et un autre invité. Il s'appelle Paul Ben, qui est journaliste indépendant. Alors, le 22 a été célébré là-bas, le drapeau du Mali flottait. Paul Ben, vous aussi, certainement, vous avez suivi l'intervention du chef de l'État. On voudrait savoir votre réaction. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez entendu hier? Bon, merci et bonsoir aux auditeurs de Radio Tavani depuis Menaka. J'ai suivi le discours du président de la République comme le tonton Souleymane Drabo l'a dit. Je crois que le discours du président a été bref parce que je crois qu'il a voulu avoir un ton martial. Au vu des problèmes que nous traversons actuellement, la situation sécuritaire, l'accord de paix qui tarde un peu à être mis en œuvre. Je crois, comme tous les confrères l'ont dit, que les points essentiels des difficultés que nous traversons actuellement au Mali ont été soulignés dans son discours. Bon, les uns et les autres que j'ai interrogés ici sur place ont affirmé que vraiment le président
voulait mettre un accent particulier sur tout cela et qui voulait aller de l'avant, surtout au niveau militaire. Parce que le discours a été vraiment marquant et espérons surtout que tout ce qui a été dit sera mis en œuvre très rapidement sur le terrain afin que le Mali retrouve la paix, la sécurité et surtout la cohésion sociale. Retour dans ce studio pour retrouver Chahana Takiyou, qui est donc du 22 septembre. Alors, M. Takiyou, le 56e anniversaire de l'indépendance du Mali n'a pas été célébré sur toute l'étendue du territoire national à Kidal, où ne flotte toujours pas le drapeau malien. Il y a même eu une marche qui n'était pas en faveur de l'État malien. Votre lecture de cette situation? C'est pas étonnant. C'est pas étonnant que Kidal soit en marge de cette fête-là. Vous savez que depuis mai 2014, Kidal n'est plus dans le giron du Mali. Kidal n'est plus dans le giron du Mali depuis le fameux voyage de l'ancien ministre Moussa Mara. L'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre Moussa Mara. Donc ça ne tente personne. Et pour moi, ce n'est pas de l'information que Kidal ne fête pas 22 septembre ou que le drapeau malien ne flotte pas à Kidal. Mais qu'il y ait cette marche aussi n'est pas une information. Ce n'est pas une information, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas étonnant. C'est le contraire qui serait une information. Et c'est le contraire qui aurait étonné certains et contenté d'autres. Est-ce que vous voyez? Kidal, tout le monde le sait, c'est vraiment un secret de polichinelle, n'est pas vraiment sous le contrôle de l'État du Mali, même si théoriquement Kidal est toujours partie intégrante vraiment du Grand Mali. Mais nous n'avons aucune emprise sur Kidal, il faut le regretter et il faudrait que vraiment le gouvernement du Mali, les parties prenantes s'y mettent pour que l'accord pour la paix et la réconciliation puisse être une réalité, pour qu'on puisse mettre l'accord en œuvre afin que Kidal soit dans le giron du Mali, afin que tout ce que l'accord a prévu puisse être mis en œuvre pour le bonheur des Maliennes et des Maliens, particulièrement pour le bonheur de ce que certains appellent les Azawadiens. Madiassa Kabadjakti. Oui, effectivement, Kidal, ce n'est pas du tout étonnant que la fête de l'indépendance n'a pas été fêtée à Kidal. Alors, ce qu'il faut signaler, on ne doit pas quand même oublier que Kidal est partie prenante du processus de paix au Mali. Donc je pense qu'à ce niveau, peut-être qu'on aurait pu éviter cette tension-là pour donner une chance au processus de paix. Oui. Parce que, comme je le disais, 15 mois après, nous avons un accord de paix qui n'est pas encore appliqué. Rien n'a été encore fait sur le terrain. Vous voyez? Donc, il serait bon qu'on se concerte, que les Maliens se concertent pour donner une chance à la paix. Sinon, comme le confrère l'a si bien dit, ce n'est pas du tout étonnant que Kidal n'ait pas fêté l'indépendance du Mali. Même si théoriquement, un accord de paix a été signé, mais en réalité, depuis la visite la visite du Premier ministre Moussa Mara, le Mali n'a plus pied à Kidal. Donc ça, c'est un fait. Voilà. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Nous sommes donc toujours sur le premier volet du forum de la presse de ce vendredi. Nous parlons donc de la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du Mali. À présent, nous allons joindre Suleiman Drabo, qui est électoraliste à l'essor, je le rappelle. Alors, Monsieur Drabo, je le disais, le 56e anniversaire de l'indépendance du Mali intervient quand même plus d'un an après la signature de ce que nous appelons accord pour la paix. Mais à Kidal, pas de changement, pas de fête, pas de drapeau, mais plutôt une marche qui n'est pas en faveur de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, je voudrais d'abord dire bonjour à Paul à Menaka, si vous permettez. Et sur Kidal en particulier, c'est vrai, Chahana et Kaba l'ont dit, hein, bon, le fait qu'il y ait une marche aujourd'hui contre le Mali, ce n'est pas l'événement
vraiment qui va nous faire sauter au plafond. Mais je pense que le contexte est très différent cette année. Et à Kidal, je pense que les groupes armés qui occupent la ville de Kidal n'ont pas trop le droit en ce moment. Et le fait d'organiser une marche contre le Mali, c'est un geste comme une ultime bravade, si vous voulez, parce qu'ils sont dans une situation très difficile ici. La ville subit un semi-blocus et les troupes de la coordination perdent du terrain dans la région de Kidal, comme on pourra en reparler plus tard, je pense. Donc c'est dans une atmosphère particulière aussi que les gens de la CMA à Kidal ont organisé cette marche du 22 septembre, de mon point de vue. Nous partons vers Paul Ben qui est donc à Ménaka. Paul Ben, vous avez suivi les événements à Kidal, votre réaction? Oui, j'ai suivi les événements. Vous savez, Ménaka et Kidal, Ménaka où je me trouve, et Kidal ont des liens, parce que quand ça chauffe à Kidal, bon, Ménaka en reçoit un peu les effets, quoi. Mais bon, ces derniers temps, quand même, Dieu merci, la CMA qui était basée à une trentaine de kilomètres de la ville a pris la poupe des tempêtes et se trouve actuellement à Kidal. Nous avons fêté ici à Ménaka avec le gouverneur de Kidal. Il est venu ici à Ménaka fêter avec tous les autres. La marche que les groupes armés, les quelques rares qui restent, ont organisé est comme Solomon Drabo le disait, moi je crois que c'est un barreau d'honneur. C'est un peu pour se requinquer le moral parce que la CMA n'existe presque plus ailleurs qu'à l'intérieur de la ville de Kidal. Un peu à plus de 15-20 km de Kidal, vous ne trouverez pas une chef qui s'appelle CMA. Donc c'était pour essayer de se requinquer un peu le moral, de prouver qu'ils existent toujours. Mais à Ménaka ici, la branche politique de la CMA, par exemple, était présente. La branche militaire qui s'est enfuie, comme je le disais tantôt, n'était pas du tout présente. Les groupes armés ont défilé, les groupes armés de la plateforme ont défilé avec les militaires ici, à Ménaka. Mais la CMA n'a pas osé se pointer. Donc moi je crois que l'événement de Kidal, c'est-à-dire la marche et c'est-à-dire la non-manifestation du 22 septembre à Kidal, comme Chahana Taku le disait, c'est pas du tout une information qui pourrait intéresser les uns et les autres. S'ils avaient marché, comme il le disait encore, je crois que c'est là où s'ils avaient manifesté, je veux dire, s'ils avaient fêté le 22 septembre, c'est là où on pouvait dire que c'était une information. Je crois que c'est un peu ça. Nous allons à présent aborder le second sujet de ce forum de la presse. C'est la 11e réunion du comité de suivi de l'accord pour la paix. C'était cette semaine. Alors, on apprend que la CMA a fourni quand même une liste de 200 combattants pour la mise en place des patrouilles mixtes. Mais que vous retenez-vous personnellement de cette 11e réunion du comité de suivi, Chahana Taku? C'est à vous de me poser vraiment la question de cette réunion. Qu'est-ce que cette réunion a décidé? Quelles sont les recommandations de cette réunion? Et sur la base de cette décision, de cette recommandation, je peux donner un point de vue, je peux faire une analyse ou un commentaire. Honnêtement, je n'ai pas suivi. Pourtant, ça semble être un événement si important. Oui, c'est un événement. J'avais mis un journaliste sur ça. On n'a pas fait le point d'abord. Je ne connais pas pour l'instant les recommandations de ce forum. Mais il y a ce petit point quand même. Lorsqu'on annonce une liste de 200 combattants pour la mise en place des patrouilles mixtes, c'est une nouvelle. C'est une recommandation du forum. Tu dis que pareil, tu l'as dit sans grande conviction. C'est pourquoi je ne me suis pas jeté sur ça. Non, il ne s'agit pas de dire sans grande conviction. J'ai bien précisé qu'il y a eu cette réunion et que la CMA a fourni une liste de 200 combattants pour la mise en place. Je ne sais pas de quelle précision encore M. Takiou a besoin. C'était pour que vous prononciez par rapport à cela. Ce n'est pas complexe. Il ne revient pas à la CMA seule de fournir. Il y a des parties prenantes, toutes les parties doivent fournir. Si la CMA a fourni, il faut attendre également la plateforme, que la plateforme aussi puisse fournir sa liste. L'État du Mali aussi doit participer à ces patrouilles mixtes. Vous savez, la paix, une seule partie ne peut pas faire la paix. La paix a besoin de toutes les parties. Quelle que soit la bonne foi, la bonne volonté, l'engagement d'une partie, si les autres ne sont pas sincères, ne sont pas au même niveau, on ne peut pas avoir la paix tant attendue. Il faut que toutes les parties s'engagent
s'engage de façon honnête, de façon sincère. Si la SEMA a fait ce geste, c'est un geste qu'il faut saluer. Cela veut dire que contrairement à ce que certains pensent, la SEMA, aujourd'hui, comme hier, s'inscrit toujours dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. C'est un signe positif selon vous, c'est ça? Absolument, c'est ce que j'ai dit. Quand on s'inscrit dans le cadre de l'accord, est-ce que tu vois, c'est un signe positif. Mais les signes et les annonces et les volontés ne suffisent pas pour faire la paix. Il faut des actions concrètes. Il faut s'engager sincèrement avec des actions concrètes. Il faut lier le geste à l'action. C'est pourquoi nous sommes là depuis 14 mois, il a dit, l'accord est là, mais il y a de bonnes paroles, mais qui ne sont pas suivies d'actes. Il faudrait que les paroles soient suivies d'actes pour que nous puissions avancer dans la mise en œuvre de l'accord. Encore une fois de plus, une seule partie, quelle que soit sa bonne foi, quel que soit son engagement, quels que soient les moyens même, les moyens financiers même si l'État a ça, si les autres ne sont pas au même niveau que cette partie-là, vraiment il serait difficile d'aller vers une paix durable, sincère. Madiassa Kabadiakité du Républicain. Oui, moi je suis d'accord avec les confrères Chana Takiou. Alors, ce qu'il faut noter avec les comités de suivi de l'accord, c'est que cela fait pratiquement 15 mois que ça dure. Depuis la mise en place de ces comités-là, rien n'a été fait concrètement. On a annoncé la mise en place des autorités intérimaires. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. On a aussi annoncé les patrouilles mixtes. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Alors, concrètement, bon, un autre point aussi, ils ont parlé des sanctions. C'est pas une première fois. Vous voyez un peu? Donc, il faut vraiment se bouger. Il est temps parce que 15 mois après la signature de l'accord, l'organe chargé de la mise en œuvre de l'accord, à part, comment dirais-je, la question du budget et la représentativité, et rien n'a été fait. Et c'est là inquiétant. Donc il faut aller vraiment au-delà des communiqués, il faut aller vraiment au-delà de tout cela. Il faut des actes concrets qui vont dans le sens de la paix. Voilà. Nous allons maintenant retrouver Suleiman Drabo, l'éditorialiste à l'essor. Monsieur Drabo, on le disait, la 11e réunion du comité de suivi de l'accord pour la paix était beaucoup attendue compte tenu du contexte en fait dans lequel se trouvent les pays. Alors les travaux se sont achevés, il y a eu un communiqué. Selon vous, est-ce que cette 11e réunion du comité de suivi a des chances de pouvoir faire bouger les lignes? Non, si vous vous souvenez bien, la 10e réunion du comité de suivi de l'accord avait demandé le démarrage du MOC de Gao, du MOC de Tombouctou, et avait demandé la mise en place des autorités intérimaires. Et la 11e réunion a bien été obligée de constater que rien de tout cela n'avait pu être réalisé dans les délais. Et le fait que la CMA dépose sa liste, on peut commencer par un enfin, parce que ces listes étaient attendues depuis très 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 longtemps. Moi, je vous rappelle que ça fait des mois que l'État a fourni les équipements, les armes, les véhicules pour le MOC de Gao pour entamer les patrouilles mixtes. Et il y a même un début de patrouille mixte qui a eu lieu grâce à ce matériel pour utiliser le matériel au MOC de Tombouctou. Donc, la liste de la CEMA est attendue depuis très 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 longtemps. Je crois que même le site de cantonnement du MOC de Gao est déjà prêt. Donc il est temps que ça démarre. Je crois que c'est un manque de volonté des groupes armés de faire démarrer ces patrouilles mixtes, alors que c'est un point fondamental de l'accord de paix. En fait, c'est le point fondamental qui conditionne des progrès sur tous les autres, sur le TDR et sur tout le reste. Paul Ben, vous êtes à Ménaka. C'est un pas de franchi cette décision de la CMA de fournir cette liste de 200 personnes pour les patrouilles mixtes, selon vous? Alors, ce que je voudrais préciser à tous mes confrères qui sont à Bamako et à Suleiman Drabo, c'est que sur le terrain, la CMA, dont on parle beaucoup, qui a déposé sa liste de 200 combattants,
est le maillon faible de tout ce processus. Depuis longtemps, même ici à Ménaka, la semaine dernière, tout juste avant les festivités du 22 septembre, il y a eu un essai. Un mock à la taille de Ménaka. On a convié toutes les parties, les FAMA, la plateforme, la CMA. Les FAMA ont fourni les éléments, les véhicules. La plateforme a fourni les éléments et les véhicules, mais la CMA était portée absente. Et avec quelques... Bon, je ne pourrais pas dire pression de Bamako, mais Bamako a demandé quand même d'essayer d'observer un petit temps mort avant de commencer cela. Je crois que c'est la CMA même qui est le problème de ce MOC. C'est comme Suleiman Drabo le disait tout à l'heure. Hier, on a eu la chance de fêter le 22 septembre ici à Ménaka avec le coordinateur du MOC qui est venu de Gao. Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, souligne toujours le manque de volonté de la CMA. Et actuellement, la situation est tellement tendue et tellement en défaveur de la CMA que cette liste qui a été déposée au niveau du comité de suivi, pour moi, c'est encore un petit geste pour montrer qu'ils ont la bonne volonté. Mais Paul Ben, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'à présent, elle est animée d'une volonté un peu plus forte d'aller de l'avant? Non, pas du tout. C'est théorique. C'est théorique. Ça, je le prédis comme je l'ai toujours fait, parce que je connais la réalité des choses. C'est théorique ce qu'ils ont fait. Mais dans la pratique, vous allez le voir. Il y aura toujours des atermoiements et il y aura toujours des hésitements parce que la CMA actuellement est très minoritaire. Avec la création du MSA, le nouveau groupe armé dont la base est à Ménaka ici, et une autre partie dans la zone du Kina-Oker, c'est-à-dire entre Gao et Kidal, la CMA est carrément affaiblie. Elle a perdu carrément les repères. Ce sera très difficile que la CMA puisse nous fournir les 200 combattants. Il sera très difficile que la CMA, le MSA et la plateforme se retrouvent dans les unités mixtes. Ça, ce sera très difficile. Shahan Ataki qui veut réagir. Le jugement de Paul me semble être très excessif. Ce n'est pas très exact de dire que ce n'est pas un signe de volonté. Si, même si c'est théorique, tout commence par la théorie. C'est au niveau de la pratique qu'on verra si cette volonté est réelle ou pas. Mais pour le moment, le geste de la CMA, il faut le saluer. Il faut le saluer, c'est un geste symbolique, mais il faut aller au-delà de la symbolique et aller dans les faits. Et quelle que soit la faiblesse, souvent, les gens de Bamako, et même ceux qui supportent de façon générale les autres, ils se donnent bonne conscience en affaiblissant dans leur subconscient l'ennemi ou l'adversaire d'en face. Nous n'avons, c'est vrai que l'étau se resserre autour de la CMA dans la guerre communautaire qui l'oppose à ses frères Imrad. Mais de là à dire que la CMA est affaiblie au point qu'elle ne peut pas donner 200 combattants, non. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense que la CMA peut donner même plus. Alors il ne s'agit pas de cantonnement ni de désarmement. Il s'agit seulement de dégager de combattants pour participer aux patrouilles mixtes. Des gens qui sont censés, je dis bien censés, avoir des milliers de combattants, qu'on nous dise aujourd'hui qu'ils ne peuvent même pas fournir 200, ça m'étonne. Ça m'étonne très fort et ça ne me convainc pas. Nous allons nous retrouver dans un instant pour la suite de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Nous allons tout droit au dernier volet de ce débat. Le général Gamou qui fait une fois de plus parler de lui depuis hier 22 septembre 2016 avec une publication sur la page Facebook du Gatia. Il affirme son appartenance à ce mouvement. Il s'agit donc du Gatia d'un côté. De l'autre côté, il se considère comme étant des rangs de l'armée régulière. Alors, ces propos du général Gamou ne sont-ils pas embarrassants pour les autorités à certains égards, M. Diakité? Alors, d'abord, il faut préciser que les Gatia n'est pas d'accord avec les posts qu'on a retrouvés sur Facebook. Le secrétaire général du Gatia, Fahad, a démenti
publiquement, il a dit à tout le monde, sur Twitter, sur Facebook, que c'est un compte qui n'est pas géré par les gachas. Vous voyez un peu? Donc au niveau du compte, déjà, il y a problème. Il y a problème. Donc ce qui veut dire que c'est des paroles qui peuvent ne pas être des gamous. Ce n'est pas géré par Gacha, mais c'est personnel, c'est pour Gamou. Gamou n'a pas démenti. La question c'est de savoir maintenant si les propos émanent véritablement de Gamou. Justement, c'est ça la question. C'est ça la question. Parce que si on ne peut pas authentifier la provenance du texte, on ne peut pas dire que c'est des Gamou. C'est à Gamou de le démentir et non à un secrétaire général d'un Gacha. Hein? Oui, mais quand même, on dit que Gamou a reconnu aujourd'hui être membre du Gacha. Et si c'est un responsable du Gacha dément, il dit qu'il n'est pas responsable du Gacha? Non, il dit que l'information, la page ou l'information sur laquelle l'information est publiée ne relève pas du Gacha. Ces propos concernent l'appartenance du compte ou alors... C'est pas ça le débat. Le débat, c'est l'appartenance de Gamou à Gacha. Ça ne fait l'objet d'aucun doute, ça. Oui. C'est ça le fond. Alors, nous allons l'autre, c'est l'accessoire. Voilà, nous reviendrons à vous, Chahana Takiou. Nous allons pour l'instant rejoindre Souleymane Drabo qui est éditorialiste à l'USA. Oui, vous aurez la parole. Alors, monsieur Drabo, vous êtes au courant certainement, le général Gamou, qui, je le disais, fait parler une fois de plus de lui, avec cette publication, en tout cas, qui est sur la page Facebook du Gatia, où il parle de son appartenance à ces mouvements. Il parle aussi de son appartenance aux forces armées maliennes. Alors, je posais la question, ces propos, comment il faut les comprendre? Est-ce qu'ils ne peuvent pas s'avérer un peu embarrassants pour les autorités? Non, assurément, si ces propos sont bien de la main, de la bouche ou de la main du général Gamou, ces propos vont embarrasser les autorités à Bamako. Mais moi, à l'accueil de ces déclarations, j'ai été un peu surpris parce que le général Gamou, il est connu pour sa réserve. Il ne parle pas beaucoup. Et lorsqu'il parle, ses mots sont vraiment pesés, quoi. Et il pèse aussi les conséquences de ces mots. Alors que ce qui est sur la page Facebook, c'est assez explosif comme déclaration. Encore qu'il ne dit rien que les gens ne sachent déjà. Tout le monde sait que Gamou est l'âme du Gacha et tout le monde sait qu'il est général dans l'armée malienne. Mais le fait qu'il le déclare officiellement et qu'il le dise par la suite, si l'on en croit la page Facebook, que toute l'armée malienne est derrière lui, toute couleur confondue, je pense. Je crois que c'est ça. C'est exactement ce qui est mentionné, oui. Voilà, c'est ça la citation. Donc ça peut compromettre les autorités à Bamako et ça peut soulever des polémiques. Nous partons du côté de Paul Ben, toujours à Menaka. Paul Ben, cette déclaration complète en tout cas au général Gamou, qu'est-ce qu'on en dit là-bas? On en discute là-bas à Menaka? Franchement, Seydou Fomba, je crois que ce débat, il est à Bamako. Hein. Il est à Bamako, ici à Menaka. Je me trouve à 50 mètres de la maison de la famille de Gamou. C'est pas du tout un sujet d'actualité ici. Hein. On se réjouit plutôt du 22 septembre, ce qui s'est très bien passé hier. C'est vrai qu'on en parle. Mais ce que je voudrais dire, moi je vous dis les propos embarrassants. Ça n'embarrasse pas les gens qu'on sache que le colonel Jimmy, qu'on appelle Jimmy le rebelle, Chamanamas, est quitté de la CMA, où elle soit entrée en rébellion et qu'il se trouve actuellement à Bamako. Ça n'embarrasse pas les gens que plusieurs déserteurs de l'armée soient actuellement à Bamako et qu'ils se réclament d'être de la CMA. Ça n'embarrasse pas les gens, mais que Gamou ait dit qu'il est du Gacha et de l'armée malienne, ça, comme l'un de mes confrères l'a dit, c'est un secret de polichinelle. Gamou, depuis qu'il a quitté la rébellion dans les années 90, a juré et continue à jurer pour le Mali. Maintenant, par rapport au Gacha, Gamou, il est Imarat. Ça, c'est sûr. C'est la tête pensante côté militaire du Gacha. Ça, tout le monde le sait. Et je crois qu'il faut, à un moment donné, que les gens comprennent. Ceux qui sont pour le Mali, ceux qui veulent se battre pour le Mali, le reste,
S'ils l'assument haut et fort, qu'il soit du Gacha, du CMFPR, de Gandaïso, de Gandakoy, franchement, moi je crois que ce débat, c'est à Bamako qu'il se trouve. Ici, à Ménaka, et je crois partout ailleurs au Mali, même le Mali, où on soutient le Mali, une déclaration de ce genre ces déclarations de ce genre sont saluées plutôt. J'ai discuté avec beaucoup de personnes ici à Ménaka aujourd'hui, mais elles disent que si ces déclarations sont de Gamou, c'est très bien. Vous vous rappelez certainement quand Gamou a fait la déclaration sur RFI, où il a fait le leurre de faire croire aux gens qu'il était parti de l'autre côté pour pouvoir sauver 200 militaires maliens du sud et du nord. Ce jour-là, on a crié sur tous les toits. On a crié sur tous les toits. Mais ce que je vous dis par rapport à Gamou, j'étais en lien avec lui il y a 2 heures, c'est quelqu'un de très réservé. Ces déclarations ne viennent pas de lui. Ça, je vous le dis. Vous en avez la preuve, Paul Ben? J'ai la preuve. J'ai la preuve. Gamou se trouve actuellement dans une zone où il n'a pas accès à Facebook. Et même s'il communique par téléphone avec les gens, par téléphone satellitaire, il ne peut pas tenir ses propos pour qu'on le mette sur Facebook. Je le connais personnellement. J'en ai discuté avec lui. Chakana Takiou, nous allons à présent écouter votre réaction. Merci beaucoup. Moi, le problème, ce n'est pas que ces lignes soient de Gamou ou pas, mais c'est les faits. Les faits, c'est que, même si c'est une autre personne qui l'a écrit, c'est la vérité. Gamou est du Gacha. Et Gamou est un officier de forces armées de sécurité. C'est là où il y a le paradoxe. C'est là où il y a le paradoxe. Gamou gère une milice. En même temps, il est membre de forces armées de sécurité. Il est payé par l'armée. En même temps, il joue le jeu d'une milice. C'est pourquoi on a de la peine souvent à démentir la SEMA quand elle dit que Gacha n'est autre que des éléments de forces armées maliennes payés par l'armée malienne avec des soldats maliens, des officiers maliens qui combattent la SEMA. Donc c'est l'armée malienne qui combat par groupe interposé la SEMA. Et quelque part, en toute honnêteté, et c'est une réalité, Gamou, depuis le temps d'ATT, avait à sa disposition une milice. Une milice que ATT entretenait à hauteur de dizaines de millions, voire de centaines de millions. Gamou avait une milice de tout le temps. Et cette milice, malgré le changement de régime, n'a pas été dissoute. Gamou continue à entretenir cette milice. Et c'est cette milice qui est sur le terrain. Cette milice, la différence c'est que cette milice s'est dotée aujourd'hui d'une direction politique. Parce qu'il y a beaucoup des Imrad ici à Bamako et un peu partout qui sont des intellectuels, qui sont riches, ils ont de l'argent, ils ont des idées. Donc la différence par rapport au régime ATT, c'est qu'il n'y avait pas une branche politique. Même s'il y en avait, c'était latent. Aujourd'hui, cette branche politique s'affirme, s'assume, fait des déclarations et montre qu'elle est là pour défendre sa communauté, pour défendre sa communauté. Et les gens qui sont avec Gamou, la milice, la plupart de ces milices-là sont des soldats maliens, des éléments de force de sécurité maliens. Donc il y a vraiment un vrai problème. C'est-à-dire que je pense que l'État actuel n'a pas pu gérer cette milice comme autant de Konaré, où il y avait la milice Gandakoy, que l'État avait montée, formée, pour pouvoir combattre la rébellion de façon indirecte. Cette milice-là, on l'a vu, elle a été efficace. Mais aujourd'hui, on entretient une autre milice, la milice Gamou, qui, autant d'ATT, n'a pas pu empêcher les différentes rébellions, n'a pas pu empêcher les terroristes de prendre les différentes zones de la région du Nord. C'est cette milice encore qui continue sous le régime d'IBK. Cette milice continue, elle est entretenue, et puis ça donne le résultat que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment déplorable.
C'est vraiment déplorable. Je ne sais pas comment nous allons sortir de cette situation. Massadia Mamadiassa Kabadjakite, dites-nous, est-ce que vous attendez quand même à ce qu'il y ait une réaction de la part de l'autorité malienne de la communauté internationale à cette déclaration complète au général Gamou? Bon, ce qui est sûr, il n'y en aura pas. Parce que toujours autour du général Gamou, il y a un flou artistique qui est là. En fait, Gamou, voilà un général de l'armée malienne à qui on prête de diriger une milice. L'État malien ne va jamais s'afficher avec une milice. En tout cas, pas officiellement. Même si réellement, comme l'a dit mon confrère Charles Takiou, même si réellement on sait que la milice, elle est dirigée par Gamou. Mais officiellement, l'État malien ne le reconnaîtra jamais. C'est une épine au pied de l'État malien. Est-ce que je peux réagir? Oui, allez-y, oui. Est-ce que je peux réagir? Très rapidement, avant qu'on donne la parole à M. Drabo. Oui, très rapidement, je vais réagir. Oui, je dis que M. Chahana tient ici des affirmations infondées. Il n'est pas sur le terrain. Les calculs de Bamako ou les analyses faites à partir de Bamako sont franchement erronées. Sur le terrain ici, personne ne peut vous dire que Gamou dirige une milice. J'ai dit, Paul, je te connais, tu étais journaliste chez moi, je connais tes rapports intimes avec Gamou. Tu manges chez Gamou. Voilà, nous allons parler d'autre chose, ce n'est pas des problèmes personnels. Voilà. Nous allons donc donner la parole, à Suleiman Drabo. Monsieur Drabo, est-ce que vous attendez à une réaction de la part des autorités maliennes ou de la communauté internationale suite à cette déclaration prêtée au général Gamou? Il a mené à Gamou, c'est les choses. Vous savez, la position de Gamou dans le conflit du Nord, c'est entouré de non-dits. Et dans ce climat de non-dits, on commence à dire les choses, il y a problème. Et jusqu'ici, Gamou s'était bien demandé de préciser des choses qui pourtant sautaient à l'œil et étaient évidentes aux yeux de tous les observateurs. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ces paroles-là peuvent créer polémique. Elles peuvent créer polémique. Mais d'un autre point de vue aussi, moi j'écoute Ben aussi, Paul Ben sur le terrain là-bas. Et j'ai beaucoup de respect pour Ben et pour une chose qu'il a dite, c'est-à-dire que le sentiment des gens dans la région du Nord et le sentiment des gens à Bamako, c'est pas la même chose. Allez-y, monsieur. Allez-y, monsieur Drabo. Voilà, les gens ne réagissent pas de la même manière parce que eux, sur place là-bas, ils ressentent concrètement les affres de la violence des attaques. Alors que nous ici, on a des points de vue parfois très intellectuels sur les problèmes de ce genre. Et moi, je suis sûr qu'à Menaka, par exemple, les gens, ça leur passe par-dessus la tête que Gamou reconnaisse ou non qu'il est au Gatia. Voilà. C'est donc sur ces propos qui s'achève le forum de la presse de ce vendredi. Je rappelle que nous avions 4 invités. Suleiman Drabo, éditorialiste à l'essor, Chahana Takiou du 22 septembre, Madiassa Kabadjakite du Républicain et Paul Ben qui est journaliste indépendant que nous avons joint à Menaka. À la mise en onde, Gagny Kanté, régie vidéo Mamadou Ouattara, réalisation Ibrahim H. Diallo, présentation Seydou Fomba. On se retrouve dans une semaine pour un autre forum de la presse. À tous et à tous, à toutes et à tous, donc bon week-end. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.